Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du monde médico-social. Je suis Arnaud Chevalier. Après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'ai décidé d'utiliser mon expérience pour travailler sur les outils qui vont permettre de simplifier et d'améliorer le quotidien des usagers et des équipes. J'ai créé ce podcast pour partager les belles réalisations ou les retours d'expérience entre les acteurs du secteur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner ou à le partager. Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Rizot, président de la FNADEPA, qui va nous expliquer quels sont les enjeux de la loi Grand Âge, comment la FNADEPA se mobilise pour que la réforme permette au secteur d'évoluer et quel sera l'impact du Covid. Bonjour Arnaud, merci de m'inviter à intervenir avec toi. D'abord, te dire que je parle effectivement de ma place de président de la FNADEPA, qui est la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et de services aux personnes âgées, fédération que j'ai l'honneur de présider depuis 2 ans et qui réunit aujourd'hui 1200 directeurs, directrices en France, directeurs, directrices d'EHPAD, de résidences autonomie, de quelques résidences services seniors et de services à domicile, plus quelques plateformes de répit, Maya, etc., de structures qui sont... donc aujourd'hui, avec une organisation de notre FNADEPA qui est extrêmement décentralisée, puisqu'elle intervient sur plus de 70 départements en France et qu'elle regroupe aujourd'hui 32 fédérations, 32 associations départementales et régionales qui portent toutes, avec leurs adhérents, donc c'est 1200 adhérents, des positions politiques, locales, régionales et nationales. Tu m'incites à parler de cette grande loi, de cette loi Grand Âge et Autonomie que nous avons portée depuis un certain nombre de mois et d'années au sein de la FNADEPA, à destination, bien sûr, des directeurs et directrices adhérents, mais aussi de l'ensemble des résidents, des établissements et des personnes accueillies à domicile. Parce que notre but, ce n'est pas une organisation communautariste de directeurs, on est là pour défendre l'accompagnement des personnes âgées à domicile et en établissement. La question aujourd'hui de quels moyens sont donnés aux établissements et aux services accompagnant et accueillant nos aînés, ça ne date pas d'hier. Et que sans doute que, même si c'était bien avant, mais souvenons-nous de la canicule de 2003, ça avait abouti à véritablement des actions de financement massives, avec des plans Alzheimer, je pense notamment, je pense au plan Grand Âge, je pense à des investissements forts qui ont permis, depuis 2003, donc presque 20 ans, d'améliorer véritablement les conditions d'accueil de nos aînés en établissement. En fait, la canicule, ça a été un électrochoc. Oui, la canicule a été un électrochoc, à la fois pour le grand public, pour les décideurs également, et nous avons pu, dans ce cadre-là, par ce biais-là, exiger, demander véritablement des améliorations de ces établissements. Je me souviens, et toi aussi, de cette époque avant 2003 où finalement on avait encore beaucoup d'établissements qui accueillaient 2, 3, 4 résidents par chambre. Ouais, ça paraît inconcevable aujourd'hui. Totalement inconcevable aujourd'hui parce que évidemment totalement inadapté aux attentes et aux besoins de nos aînés, de ceux qui ont 85, 88 ans, 90 ans aujourd'hui, et encore moins, tu le sais, et on le sait bien, à ceux qui auront 85, 88, 90 ans dans 30 ans. Ouais. Au fur et à mesure, des moyens ont été mis en œuvre pour accompagner mieux. Et en même temps, toujours ces moyens, on s'en rend compte, sont en deçà des attentes et des besoins. Parce que la population aujourd'hui qui est accueillie dans nos EHPAD, elle est évidemment très différente de celle que moi j'ai connue à l'époque où j'étais directeur d'une maison de retraite en 1995, en Auvergne, et où les résidents avaient 65 ans en moyenne, et où ils étaient parfaitement valides, et où simplement ils ne voulaient pas être seuls à leur maison et ils préféraient venir chercher de la convivialité et de la vie collective dans un établissement. Et donc, au fil du temps, la FNADEPA, comme d'autres bien sûr, mais la FNADEPA a milité, a œuvré pour adapter les moyens. Aujourd'hui, beaucoup plus récemment que 2003, on sait qu'il y a 3 textes, notamment qui sont assez fondateurs de ce que doit être la transformation de ce modèle, de ce que doit être la loi Grand Âge et Autonomie. Le rapport Libaud, d'abord, qui a un peu plus d'1 an. Le rapport ensuite de Myriam El Khomri sur la dimension valorisation, reconnaissance des métiers, qui a été finalement un rapport qui est directement issu
du rapport Libaud parce qu'il est un des morceaux du rapport Libaud. Et puis le rapport d'Audrey Dufeu-Schubert, qui est, elle, a travaillé autour de la représentation du grand âge dans notre société, les notions d'agisme, etc. Aujourd'hui, tout est posé, Arnaud. Ça veut dire que dans les constats et dans les préconisations, tout est posé. Tout est posé pour faire une loi ambitieuse. Alors, la loi, d'autant que la loi, elle avait été promise pour fin 2019. Absolument. Tu as raison de le rappeler. C'est quelque chose, c'est un engagement fort du président de la République et du gouvernement. C'est un engagement qui a été porté très largement par la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, et que même l'épidémie du Covid, celle que nous vivons, cette période très singulière et particulièrement traumatisante pour chacun d'entre nous, notamment pour les plus aînés d'entre nous, ne remet pas en cause. Non, même au contraire, la revalorisation des métiers, tout ça, c'est même appuyé par la situation. C'est appuyé, c'est effectivement aujourd'hui, ça prend une tournure tout à fait forte parce que cette crise du Covid, finalement, a remis au cœur de cette responsabilité de notre société la question des professionnels du grand âge. Et les constats, ils sont très clairs. Tu vois, là, aujourd'hui, on se rend compte en temps de crise, il faut 25% de plus de personnel dans nos établissements. C'est pas nouveau ce décompte-là. C'est en gros ce que Dominique Libaud avait dit et Myriam El Khomri avait dit dans leurs travaux divers. Il faut qu'on rajoute 25% de professionnels dans nos établissements aujourd'hui. Faisons varier aussi et faisons évoluer aussi les métiers de nos établissements. Tu vois, le constat aujourd'hui que l'on fait, c'est qu'on a besoin bien sûr de rénover les formations classiques, d'être soignants notamment, mais qu'on a besoin de mixer aussi des formations, de construire des formations nouvelles qui empruntent un peu au soin, un peu à l'animation. Oui. Qu'on a besoin aujourd'hui de plus de temps de psychologues. Et ça, au fond, ça montre que la crise a eu un effet, là aussi révélateur, de ce que l'on peut et de ce que l'on doit espérer pour faire évoluer durablement la question de l'accueil en établissement vers cette logique domiciliaire que chacun souhaite aujourd'hui. La logique domiciliaire, ça veut dire comment on fait pour que l'EHPAD soit un lieu de vie le même, dans lequel on trouve les mêmes choses, dans lequel on a les mêmes attentes que lorsqu'on est dans son domicile traditionnel. Et le même, mais en mieux. Le même en faisant évoluer des réponses en fonction de la vulnérabilité de chacun. Et le pari autour de la transformation du modèle, et donc d'une loi qui va permettre de véritablement donner un socle à cette transformation de modèle, c'est justement de faire de chaque établissement un établissement particulier, singulier, dans lequel l'accompagnement va pouvoir être singulier et particulier, dans lequel chacun va pouvoir trouver ce qu'il est capable, effectivement, ce qu'il veut, ce qu'il vient chercher, et comment est-ce qu'on est capable aujourd'hui de lui apporter ces réponses-là. Et sans doute que le Covid aura permis de révéler qu'il faut que dans cette loi, il y ait des moyens à la hauteur. Je l'ai dit, mon 25% de personnel supplémentaire, il doit forcément s'accompagner des moyens financiers. La loi grand âge est locale, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, sans nier ces évidences-là, sans nier les évidences de ce qu'économiquement et financièrement, bien sûr, la crise et les mesures qui ont été nécessaires depuis 2 mois fabriquent. Ça construit évidemment une autre dichotomie, mais il y a des arbitrages aujourd'hui. Et je pense que ces arbitrages-là, ils doivent sourire à notre secteur. Ils doivent permettre d'aller chercher ces 10 milliards qui était effectivement un chiffre que nous avions estimé lors de notre colloque en janvier 2019, qui est sans doute un peu réévalué parce que le travail de Myriam El Khomri, elle a montré que c'était peut-être plus 15 d'ailleurs que 10 milliards. La question de reconnaissance salariale, une vraie revalorisation de salaire, globale, durable pour tous, ça va peut-être nous amener à 15 milliards. Mais la question aussi de ces financements passe par aussi la question du renforcement des métiers. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais on ne peut pas faire une grande loi sans faire une loi qui soit ambitieuse pour les métiers du grand âge.
Et c'est pas seulement en disant que c'est passionnant, que c'est riche, que c'est formidable de travailler avec nos aînés, qu'on revalorise. Il faut revaloriser sur l'ensemble des échelles, c'est-à-dire il faut modifier les conditions de travail, il faut les harmoniser, il faut les organiser sans doute mieux. On organise mieux les conditions de travail, tu le sais, quand on est plus nombreux que quand on tire toujours sur les mêmes personnels. Il y a plein d'expériences qui ont été menées dans cette période de crise, qui ont été possibles parce qu'on était dans la période de crise. Soyons capables, collectivement, à l'issue de cette crise, de continuer quand même à simplifier et à ne pas s'interdire de faire avancer, de faire preuve d'inventivité, au prétexte qu'on est dans des cadres, dans des silos et dans des cases dans lesquelles, à un moment, on ne peut jamais sortir. La crise nous a montré qu'on pouvait en sortir. La crise nous montre, par exemple, que dans certains territoires, ce n'est pas évidemment généralisé, mais comme ça existe, il faut le citer, qu'il y a un département que je connais bien, dans lequel un EHPAD avait besoin, pour accompagner de façon individualisée ses résidents, de personnel supplémentaire en renfort pour aider, par exemple, à la prise de repas en chambre. Eh bien, un service à domicile qui avait, lui, du personnel inoccupé parce qu'on avait réduit aux actes essentiels nos interventions, en tout début de crise, a pu mutualiser ce personnel-là, et avec une expérience-là qui aboutit à des résultats extrêmement favorables. Et puis, il y a aussi un point qui est un point important, que dans la grande loi, et il faudra que ça figure, c'est le sujet autour de la prévention. La prévention, c'est un axe aujourd'hui extrêmement important, et on le voit finalement dans cette période de crise aussi. Nos établissements ont fait de la prévention, et continuent à faire de la prévention. Et on en fait tous les jours. On en fait bien sûr par des gestes barrières, par l'application d'un certain nombre de choses. Et c'est de la prévention, tout ça. Valorisons-le. Soyons capables, dans la loi grand âge et autonomie, celle que nous espérons, de le valoriser. Et valorisons la place des aidants, valorisons la place aussi des familles, et valorisons aussi des logiques de cadre de vie, des logiques de proximité dans le cadre de vie. Ça, c'est aussi un enseignement que l'on constate dans cette crise-là. Finalement, on se rend compte qu'on doit permettre surtout aux établissements d'avoir une organisation et de mettre en œuvre une organisation qui soit susceptible de répondre aux besoins. Au fond, au regard de ce que nous vivons depuis maintenant 2 mois, un petit peu plus de 2 mois, nous permet d'avoir quelques constats finalement. La campagne de communication et l'action politique que nous avions menée au mois de janvier de cette année lors de notre colloque Politique Vieillesse autour de Stop au blabla, faites notre loi, renouvelée depuis des années. Je remontais à la canicule sans remonter aussi loin, mais au moins depuis 3 ou 4 ans. 2 constats partagés autour des nécessités de donner plus de moyens à l'accompagnement du grand âge et d'aider les acteurs à se transformer et à se réinventer, comme tu dis tout à l'heure. Ouais. Finalement, aujourd'hui, il ne manque plus que la loi à faire. Nos directeurs, nos directrices ont montré qu'ils étaient prêts à se réinventer, à s'adapter, à s'organiser et à se structurer. Aujourd'hui, il est extrêmement important que nous continuions à militer, et nous le faisons tous de notre place, pour que véritablement on sorte de cette épidémie avec une loi. On ne peut pas imaginer aujourd'hui, en tout cas moi je ne veux pas l'imaginer, que fort de ces constats, de cet engagement et de ce courage, il n'y ait pas véritablement un regard nouveau sur l'accompagnement du grand âge. La réalité que nous avons vécue, c'est que, au fond, tout a été difficile parce que nous partions d'un secteur déjà qui était en fragilité. Et que ce secteur en fragilité, malgré les épreuves, il a tenu. Et nos établissements tiennent. Remarquablement, mais ils tiennent, et aujourd'hui, finalement, ils tiennent parce que ce sont des passionnés, mais ce sont des passionnés qui méritent que finalement leurs attentes et leurs espoirs ne soient pas déçus. Beaucoup des directeurs, directrices de notre réseau ne comprendraient pas que tous ces efforts qu'ils ont menés avec leurs équipes n'aboutissent pas à une loi ambitieuse qui assure des financements pérennes et qui leur permettent
de continuer à être inventif, de continuer à créer des nouveaux modèles et de continuer à valoriser la question de l'accompagnement du grand âge aujourd'hui parce que l'enjeu est un enjeu d'abord sociétal. Tout à fait. Donc il faut qu'on soit optimiste, se dire qu'aujourd'hui, les EHPAD, tout le secteur de la santé, en fait, est vraiment sous le feu des projecteurs et de l'attention à la fois du grand public, l'attention médiatique, et qu'on ne peut pas imaginer qu'une fois que la crise soit passée, ça ne change rien par rapport à ce qui se passait avant. Je ne m'imagine pas. Restons donc optimistes, mais mobilisés. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.